Organisé sous l'égide du ministère de l'Environnement et Développement durable avec l'appui des différents partenaires techniques et financiers, ces consultations du GTF visent à recueillir les contributions spécifiques des parties prenantes identifiées. Au total, 25 structures participent par session, incluant des représentants des ministères sectoriels, du secteur privé, industriel et artisanal, de la société civile ainsi que des organisations féminines et autochtones. Cet atelier de consultation de parties prenantes à l'élaboration de la politique forestière nationale est initié par le groupe de travail forêt, une organisation de la société civile qui, avec l'appui de RRI, est en train de mettre en œuvre un projet d'accompagnement des organisations de la société civile pour voir leur niveau de participation dans l'élaboration de la politique forestière. C'est ainsi que, à cette étape, le projet est en train de faire le travail au niveau des groupes cibles. Et ces groupes cibles sont les femmes, les jeunes et le peuple autochtone. Pourquoi les femmes, les jeunes et le peuple autochtone? Parce que déjà dans une autre phase, le projet avait travaillé avec les parties techniques. Mais à ce niveau ici, des groupes cibles, les 3 groupes cibles, la pensée ou la vision est de faire ressortir les idées fortes de chaque groupe cible. Ça veut dire que pensent les femmes par rapport à l'élaboration de la politique forestière nationale, que pensent les jeunes par rapport à l'élaboration de la politique forestière nationale, que pensent les peuples autochtones pygmées par rapport à l'élaboration de cette politique forestière nationale. Donc, c'est la raison de cette consultation, de cet atelier de consultation, pour pouvoir prendre les idées fortes, afin de le transmettre au niveau de la cellule technique qui a la charge de l'élaboration de cette politique forestière nationale. Les débats ont porté sur l'intégration des objectifs 30x30 du cadre mondial de la biodiversité. Les groupes cibles travaillent à l'amélioration des 6 axes stratégiques de l'ébauche de politiques élaborées en mars 2025, dont notamment l'organisation du domaine forestier et son cadre juridique, les cadres institutionnels et le renforcement des capacités, l'affectation du domaine avec les sauvegardes sociales et environnementales, la promotion et valorisation des ressources forestières, la conservation de la biodiversité et la coordination intersectorielle foncière, le partenariat et le financement. Présents à ces rendez-vous, les peuples autochtones ont aussi apporté leur contribution pour l'élaboration de ces documents. Nous sommes invités pour apporter nos amendements pour enrichir cette politique qui est en pleine élaboration, pour la prise en compte des questions du genre, des femmes dans la politique forestière en RDC. Car nous savons que la RDC, c'est un grand pays forestier et que les femmes aussi jouent un grand rôle dans la gestion, dans la conservation des ressources naturelles. Maintenant, vous voyez, l'atelier est scindé en 3 groupes spécifiques, notamment les jeunes, les femmes et les peuples autochtones. Maintenant, notre contribution, c'est de voir si la politique a pris en compte les préoccupations des peuples autochtones, particulièrement surtout la mise en œuvre de la loi dans la politique, la loi numéro 022 du 15 juillet 2022, promulguée par le président de la République sur la protection et promotion des droits des peuples autochtones. Donc nous sommes en train de travailler assidus au niveau du groupe pour voir si vraiment la politique a pris en compte la mise en œuvre de cette loi et de leurs mesures d'application en faveur des peuples autochtones, que nous sommes comme gardiens des forêts jusqu'à ce jour. L'atelier est prévu pour 2 jours. Aujourd'hui, nous avons commencé les travaux de réflexion. Nous sommes en train de lire ensemble, paragraphe par paragraphe, page par page, pour voir si dans tous les axes prévus dans la politique forestière, si la question des peuples autochtones a été prise en compte. Sinon, nous allons intégrer, donner des propositions pour que la politique puisse prendre en compte nos préoccupations en tant que gardiens des forêts et de la biodiversité, en tant que les tenants des droits traditionnels des forêts qui existent aujourd'hui dans les bassins du Congo, particulièrement en République démocratique du Congo.
Travaillant à côté du GTF depuis plusieurs années, la dynamique du Jeunes pour l'environnement et le développement durable DIJED a été aussi associée à ces discussions pour plus d'inclusivité. Sami Ilunga. C'est la raison même que la DIJED a été conviée à cet atelier de consultation des différentes parties prenantes et plus précisément les cibles qui sont les jeunes. Vous voyez aujourd'hui lorsqu'on parle des questions forestières, les jeunes sont venus pour contribuer, pour voir. Il y a la question de l'OI, il y a les questions agricoles, les questions multisectorielles. C'est ainsi que les gens sont venus pour contribuer à chaque étape. Ils vont voir par rapport aux documents qui ont été présentés et amener leurs contributions, leurs inputs, afin que le document soit rédigé pour l'avantage de tout le monde. Donc, nous ne voulons pas que ce soit seulement le PA, nous ne voulons pas que ce soit seulement le FAM, mais nous voulons aussi que les jeunes contribuent. Et c'est la raison d'être de la DIJED qui est là aujourd'hui dans cet atelier organisé par le groupe de travail forêt pour contribuer à l'élaboration, à cette draft 1 de l'élaboration de la politique forestière nationale. Pendant ces 2 jours, les groupes de travail forêt a recueilli des contributions précises permettant une participation active de toutes les parties prenantes à l'élaboration finale de la politique forestière nationale. L'objectif central était de documenter et partager les méthodologies éprouvées en matière de règlement des griefs communautaires afin d'intégrer ces dispositifs dans les projets de conservation en RDC. Les représentations ont couvert l'état du MGP dans les aires protégées congolaises, les résultats concrets du projet Kaouzi-Biega ainsi qu'une restitution des leçons apprises au parc de la Salonga illustrée par un sketch pédagogique. En représentant le directeur général de l'ICCN, le directeur des parcs, Jules Maïfilwa Lukombo, a souligné l'impact du partenariat entre l'ICCN et Jurek. Et avec l'accompagnement de Jurek, j'aimerais même vous dire que le taux de plaintes au niveau surtout de la part du parc de la Salonga a baissé sensiblement. Et je pense que nous devons continuer pour faire l'implémentation de ces expériences dans les autres aires protégées. Ça nous permettra d'avoir moins de problèmes. Et encore une fois de plus, nous sommes très contents d'avoir tout un parterre de juristes qui sont maintenant des juristes environnementaux. Ça va nous faciliter le travail au niveau du terrain. Parce qu'autrefois, il n'y avait pas assez de juristes environnementaux et nos éco-gardes, je dirais, l'ICCN en général subissaient des choses pour lesquelles ils n'étaient pas coupables, mais ils devenaient victimes. Mais maintenant, avec les juristes environnementaux, les choses commencent à se faire comprendre, même au plus haut niveau de l'appareil judiciaire, et nous sommes très contents. Vous savez, nos hommes politiques doivent entrer dans la matière. On ne doit pas faire de l'ICCN un cheval pour son électorat. Non, on doit rester logique dans ce qu'on fait. Je sais que nous aussi, l'ICCN, nous avons notre part. En tant qu'éco-garde, nous ne maîtrisons pas la loi comme telle. Mais il faut aussi aller de l'autre côté, lire le 9 comme 6 maintenant, comme tout le monde, pour comprendre. Ça va se résoudre. Là où il y a des problèmes, il y a des hommes, il y a toujours une solution. Nous allons trouver une solution à l'amiable et ça va se décanter. Avec la Salonga, c'est aussi comme ça, pareil. Mais maintenant, avec la Salonga, les choses commencent à se dessiner. Je dirais même, il y a maintenant de la fumée blanche, il faut espérer. Partout, on pourrait avoir de la fumée blanche. Maître Félix Credo Lila Kako, président du conseil d'administration des Jurek, a insisté sur les changements du paradigme. La gestion des aires protégées aujourd'hui ne répond plus aux principes policiers d'antan. C'est-à-dire à l'époque, pour créer une aire protégée, par exemple, c'était l'effet des princes. C'est-à-dire c'était une décision prise par l'autorité qui érigeait XY surface en aire protégée. Mais aujourd'hui, avec l'évolution des normes internationales, la gestion de l'aire protégée n'est plus question seulement de l'Institut congolais de conservation de la nature, notre structure, mais c'est plutôt une gestion qui est collaborative, de telle sorte que pour gérer une aire protégée, la structure chargée de la gestion de l'aire protégée a besoin aussi de l'appui de la communauté. Nous avons démontré sur le terrain
qu'effectivement, gérer l'air protégé, ce n'est pas seulement l'affaire de l'ICCN, mais surtout l'affaire des communautés. Et le mécanisme de gestion des plaintes est un outil assez indispensable qui permet de mettre ensemble à la fois les communautés, mais aussi les gestionnaires, pour trouver des solutions à leurs problèmes et arriver à avancer. Nous pensons, et notre souhait, c'est que l'expérience qui a été développée dans le parc national de Salonga, avec une organisation indépendante, juriste pour l'environnement au Congo, que cette expérience-là soit dupliquée dans d'autres aires protégées pour assurer qu'effectivement nos aires protégées deviennent des miroirs en matière de respect des droits humains. L'atelier a réuni, outre l'ICCN et les ministères des tutelles, les ministères des droits humains, du tourisme et de l'intérieur, direction du peuple autochtone, ainsi que des organisations internationales et la société civile environnementale telles que APM, CODED, CODELT, GTF et DIGED. Cet événement a servi au lancement officiel de l'ouvrage Mécanisme de gestion de plaintes, leçons apprises dans le parc national de la Salonga 2021-2025. Ce document de 58 pages coécrit par Maître Félix Lilakako, Maître Edo Lilakako et Maître Yasser Kassongo synthétise l'expérience congolaise en matière de médiation entre communautés riveraines et éco-gardes. Dans un plaidoyer présenté devant la presse pour l'autosuffisance alimentaire en République démocratique du Congo, la revanche du sol sur les sous-sols prônée par le président de la République est-elle un mythe ou une réalité, un impératif social ou une priorité économique? La RDC est appelée à mettre en place une véritable politique agricole pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Devant les professionnels de la plume et du micro, le coordonnateur national de l'Asbel Toile d'Araignée, Jérôme Sekana Pene-Papa, a qualifié le secteur agricole du Congo démocratique d'un secteur sinistré. Selon lui, ce domaine considéré comme porteur de croissance par excellence est négligé depuis plus de 2 décennies par les différents gouvernements qui se sont succédés. Au-delà d'être le pays le plus riche du monde en termes de ressources naturelles, mais nous avons 120 millions d'hectares de terres arables et irrigables. Il faut avoir une politique agricole qui peut permettre à la République démocratique du Congo d'atteindre ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire, ça doit être un objectif noble. D'autant plus que ça va de pair avec l'indépendance alimentaire. Et l'indépendance alimentaire, en d'autres termes, c'est l'indépendance du ventre. Cette indépendance passe avant toutes les autres indépendances. Le coordonnateur national de l'Asbel Toile d'Araignée a plaidé pour l'octroi des avantages et allègements fiscaux aux entreprises du secteur agricole pour une réelle autosuffisance alimentaire et une indépendance du ventre. Ce code agricole-là a été voté et promulgué, mais on n'a jamais pris les arrêtés d'exécution. 11 ans après. Chers compatriotes, chers confrères, qu'est-ce que nous voulons alors? On dote les pays d'un code agricole. On dit, bon, ça va, nous allons maintenant nous comporter comme un pays civilisé, comme un pays qui veut faire de l'agriculture priorité des priorités, mais il n'y a pas d'arrêté interministériel d'exécution. Comme si cela ne suffisait pas, on vient appliquer les SMIC. Donc les SMIC ici, c'est la goutte d'eau qui fait déborder les vases. Les SMIC ici, c'est quelque chose qui va pousser ces secteurs-là à disparaître. On constate que dans ces secteurs où vous avez une prise en charge sociale telle que je venais de vous décrire, on vient maintenant appliquer le SMIC qui aurait dû être appliqué seulement dans une partie du pays, dans une catégorie d'opérateurs économiques, et on généralise jusque-là. Avec comme conséquence, nous avons fait les points, il y a des sociétés là qui ont 10 000 personnes,
s'ils appliquent le deuxième palier, ils vont perdre 6 000 travailleurs. C'est-à-dire, on doit envoyer les gens au chômage. À en croire le coordonnateur national de l'ASBEL Toit d'Araignée, l'intégration économique au Congo démocratique doit passer par la construction du port en eau profonde de Banana dans la province du Congo central. Notre pays ne connaît pas ce qu'on appelle l'intégration économique. Ne connaît pas. Nous avons les modèles belges qui voulaient que les minéraux produits au Katanga doivent venir par train. Ça passe par Kamina jusqu'à Kindu Maniema et vous prenez les bateaux jusqu'à Poncherville, Ubundu. De Ubundu, vous prenez encore les trains jusqu'à Kisangani, Kisangani les bateaux jusqu'à Kinshasa, Kinshasa, vous prenez les trains jusqu'à Matadi. Même le port en eau profonde de Banana que nous sommes en train de construire n'aura pas de sens économique s'il n'y a pas l'intégration économique à l'intérieur du territoire national. Nous devons combattre les corridors de l'Obito qui arrive. Nous devons combattre le corridor Est qui vient avec les Chinois. Nous devons privilégier d'abord le corridor intérieur. Et le corridor intérieur passe par le majestueux fleuve Congo qui est notre boulevard flottant. Nous devons le mettre en mouvement. On ne peut pas construire les ponts, routes, rails entre Kinshasa et Brazzaville avant de construire le port en eau profonde des Bananas à cause de ça. Parce que ça va tuer les projets du port en eau profonde. Et puis, on ne construit pas un port en eau profonde pour exporter les bois ou les maïs. Il faut un tonnage conséquent. Et ce tonnage conséquent ne peut provenir que des mines. D'où la nécessité, au lieu que les minéraux prennent la route jusqu'en Tanzanie ou prennent la route jusqu'en Afrique du Sud, ça vient par train. Et quand les trains de la SNCC circulent normalement, tous les villages, toutes les agglomérations le long du chemin de fer retrouvent une vie économique. L'ASBEL Toit d'Araignée a fustigé le comportement des Indo-Pakistanais qui exploitent le Congolais au grand marché sur l'avenue du commerce et a appelé l'État congolais à contrôler leur salaire minimum interprofessionnel ainsi que leur contrat de travail. Dans les tout prochains jours, la République démocratique du Congo va se doter d'une politique forestière nationale. Le document déjà élaboré attend les différentes contributions des parties prenantes. C'est le cas du groupe de travail forêt GTF qui s'inscrit totalement pour apporter des contributions significatives pour cette fin. Les 14 et 15 juillet, le groupe de travail forêt a réuni les parties prenantes pour un atelier de restitution sur la revue documentaire des politiques forestières du bassin du Congo. Les 3 groupes de travail formés pour la circonstance ont enrichi la matrice du document existant. Le GTF, par son représentant Sami Ilunga, s'est dit satisfait de la tenue de ces assises et des contributions des parties prenantes. Occasion pour le directeur général des forêts, Frédéric Djengo, de rassurer la société civile de la prise en compte de ces contributions dans le document final de la politique forestière nationale. Notre contribution, c'est en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Et nous pouvons vous rassurer que ces contributions seront prises en compte dans les chemins ou dans les cadres du processus d'élaboration de notre politique forestière nationale. Et comme l'a bien dit les modérateurs, les représentants du coordinateur, les portes du ministère de l'Environnement, le porte de la cellule d'élaboration de la task force sont toujours ouvertes. Parce que nous savons que vous jouez un rôle très important suite à des difficultés que nous connaissons actuellement pour réaliser nos consultations provinciales. Vous êtes un courant de transmission parce que vous avez des représentations au niveau de toutes les provinces. Et je crois que ce qui est fait avec vous ici sera aussi facilement adopté par vos représentations au niveau des provinces.
Le groupe de travail forêt qui a reçu l'appui financier des Right Resource Initiative RRI en collaboration avec le ministère de l'Environnement et Développement durable ainsi que de la conférence des écosystèmes des forêts denses et humides d'Afrique centrale, CEFDAC, prévoit une série de consultations avec les jeunes et les femmes pour présenter les résultats de l'étude, analysant ainsi les législations et politiques forestières des pays du bassin du Congo en mettant l'accent sur les droits des communautés pour une politique forestière robuste. Durant 2 jours, soit les 14 et 15 juillet, les discussions ont porté sur les droits fonciers et forestiers, droits d'usage des ressources naturelles, ainsi que sur la stratégie 30x30 pour la biodiversité, centrée sur les communautés locales et peuples autochtones. L'atelier s'inscrit dans le cadre de la réforme forestière engagée par la RDC, initiée par le Code forestier de 2002 et ses textes d'application. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, à travers le secrétaire général, a trouvé génial cette idée de procéder à l'analyse des autres politiques forestières des bassins du Congo, notamment les pays de la COMIFAC, dans la mesure où les pays peuvent se servir des expériences des autres sur les bonnes pratiques qui peuvent alimenter notre processus interne et nos réflexions quant à ça. En saluant cette initiative de renforcement de la participation des parties prenantes dans le processus de la politique forestière, ainsi que d'autres initiatives de la société civile environnementale dans les diverses thématiques spécifiques, vous devez savoir que le principe de participation dans l'élaboration de la politique forestière est consacré dans le Code forestier en ses articles 4 et 5. Ce projet est un appui à la contribution de la société civile sur l'élaboration de la politique forestière nationale, a dit Eric Bokondi, consultant pour GTF. Il y a eu un travail avec les différents experts qui a consisté à analyser les différents documents de politique, mais aussi les législations des 10 pays de la sous-région de forêt des bassins du Congo. Et ce travail consistait à identifier le contexte national, les superficies de forêt, l'existence d'un certain nombre de documents ou d'études de gestion, mais aussi la question de la prise en compte, la problématique la prise en compte des droits des communautés, de tenir forestières et foncières des communautés dans les différents documents de politique de ces 10 pays-là et les différentes législations en matière forestière. C'est ce travail qui a été fait par un groupe d'experts qui a produit ces matrices qui est en train d'être enrichi par des autres acteurs au niveau de cette réunion multi-acteurs. Déjà 9 pays de la COMIFAC ont élaboré leur politique forestière respective. Il était question de restituer les travaux effectués en avril dernier par un consultant en marge avec les travaux de la revue documentaire sur le panorama des politiques forestières des autres pays membres de la COMIFAC, a souligné Maître Patrick Mutombo du Centre d'appui à la gestion durable des forêts tropicales. Avec l'appui de RRI à travers le groupe de travail forêt, cette structure veut également contribuer à l'élaboration de la politique forestière nationale. Alors aujourd'hui, nous étions conviés pour notamment présenter le panorama des politiques sectorielles des pays de la COMIFAC. 9 pays ont élaboré leur politique du secteur forestier. Aujourd'hui, après un travail qui a été fait par un consultant au mois d'avril, il était question aujourd'hui de restituer ce travail et voir dans quelle mesure ces politiques sectorielles en matière forestière ont pris en compte un certain nombre d'aspects. Ce sont des aspects qui intéressent dans la plupart des cas les organisations de la société civile dont je suis membre aussi. Ce sont des aspects liés par exemple aux droits des communautés locales, les questions des droits de jouissance, les droits forestiers, les droits fonciers, les questions liées par exemple au paiement pour services environnementaux, les marchés carbone, la stratégie 30-30. Voir si ces pays ont par exemple pris en compte ces aspects-là
et voir dans quelle mesure, par exemple, les aspects abordés par les autres pays de la CONIFAC peuvent être capitalisés dans le contexte qui est la RDC. Nouveauté rime avec ancienneté, c'est ainsi que d'autres experts plaident pour que cette PFN tienne compte du code forestier déjà existant. Vous allez constater qu'il y a soit une réalité de l'existence d'une politique avant une loi. Alors s'il y a l'existence d'une politique avant une loi, ça permet à ce que la loi puisse avoir des orientations sur cette politique. Mais vous allez voir avec les cas de la RDC, avec les autres États, nous avons constaté qu'ils avaient déjà leur loi, ils ont élaboré, ils avaient leur politique, ils ont essayé d'avoir des lois, mais avec la réalité de la RDC, il n'y avait pas encore une politique sur la question forestière. Alors on avait déjà les codes tels que les codes forestiers. Alors comme on est en train d'élaborer cette politique, il y a maintenant des éléments qui entrent en conflit. Soit la politique doit être convenablement élaborée en tenant compte des éléments qui sont dans les codes forestiers. Mais vous allez voir que ces codes forestiers datent aussi de longtemps. Alors les politiques doivent également avoir de l'incidence avec la réalité dont je venais de parler de la sous-région, liée dans le cadre des pays du bassin du Congo. Cet atelier est une suite d'un processus déjà amorcé par le GTF sur les contributions à l'élaboration de la PFN avec l'appui de Water Resources Initiative RRI. Ces différentes initiatives visent à garantir une politique forestière nationale robuste et inclusive adaptée aux enjeux environnementaux et sociaux de la RDC.